Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors, c'est le grand retour de la TechNap News. C'est un format que j'aime beaucoup, mais que j'ai eu un petit peu du mal à bien trouver dans ma ligne de production, on va dire, avec énormément tous ces test machines que j'ai eu et que je suis occupé, comme je vous ai annoncé, terminer petit à petit. J'ai encore 5 machines là en test, donc il va encore avoir quelques vidéos de tests sur la chaîne pour les jours, semaines à venir. Et après, normalement, j'ai du repos et j'ai arrêté d'accepter les tests, en tout cas pas des machines qui sont particulièrement intéressantes à tester. Donc voilà. Mais donc, on est de retour sur cette TechNap News. Alors, je vais couvrir l'actualité du mois de décembre. Et on va commencer avec cet article qui parle d'impression silicone 4D. Alors Stern, une entreprise française qui développe l'impression 4D en silicone, a mis en place une technologie qui permet aux objets imprimés de changer de propriété ou de forme en réponse à différents stimuli. Par exemple, la lumière, l'humidité ou la température. Ils ont ainsi réussi à imprimer des objets qui réagissent à la chaleur, au magnétisme et à l'eau. Ces innovations ouvrent des possibilités dans de nombreux domaines, notamment dans celui de la santé, avec des dispositifs médicaux adaptatifs comme des stents cardiaques qui s'ajustent automatiquement. On le voit donc, l'impression 3D dans le domaine médical et puis aussi dans d'autres domaines, puisqu'il cite également des carrosseries autoréparantes, des vestes qui deviendraient imperméables au contact de l'eau, etc. C'est la science-fiction, mais en même temps c'est super impressionnant. Bon alors ici une news, on va parler de médical et dans lequel la science-fiction devient vraiment réalité, c'est, on savait déjà, vous le voyez dans certaines de mes news, on parle régulièrement d'organes imprimés en 3D avec des biomatériaux et autres, et l'inconvénient c'est qu'il faut l'imprimer puis l'implémenter dans le corps, et puis il peut y avoir des rejets, enfin tout ça, voilà, c'est toujours compliqué d'un point de vue médical. Ici on a vraiment l'étape d'après, puisque on a ici une méthode qui est en cours de développement par l'université d'Harvard et de Duke, en collaboration, pour imprimer directement à l'intérieur des corps grâce aux ultrasons. Alors, s'ils arrivent à mettre ça au point, ça ouvrira quand même des possibilités énormes, notamment en termes de régénération osseuse ou de réparation de valves cardiaques. Alors, outre ça, elle permettrait aussi d'avoir accès à des zones du corps dans lesquelles on peut pratiquement pas avoir accès maintenant, parce qu'on ne peut pas, ce serait trop dangereux d'aller ouvrir et d'implémenter quelque chose. Et donc on pourrait y avoir accès grâce à des structures biocompatibles à différentes profondeurs du corps, y compris à travers les tissus épais. Cela signifie que des interventions chirurgicales auparavant complexes, voire impossibles, pourraient devenir beaucoup plus simples et beaucoup plus sûres. Donc voilà, on voit ici une petite image avec un bras robotique et l'ultrason qui va... Enfin bref, ils n'en sont encore qu'au début de la recherche, mais j'espère quand même que ça va se développer dans ce sens-là parce que c'est tout simplement épatant et étonnant et ça va ouvrir un champ énorme pour le secteur de la santé. Je reste ici sur le site Primante 3D qui est d'ailleurs une excellente source d'informations et je remercie Arthur Robotics de m'en avoir fait prendre connaissance, qui nous publie un petit article qui nous parle de l'ISO, donc c'est cette norme l'Organisation internationale de normalisation, vous avez déjà certainement entendu parler, ISO ci, ISO ça, en fonction des domaines, donc c'est en fait des normes, et cette organisation a publié une norme sur l'impression 3D appliquée à la construction. En fait, cette norme vise à encadrer la qualité et l'assurance dans la fabrication additive pour le secteur de la construction, couvrant diverses technologies et critères de qualité. Elle ne traite pas des aspects environnementaux, sanitaires ou de sécurité. La norme souligne le potentiel de l'impression 3D pour relever des défis dans la construction comme la pénurie de main-d'œuvre ou la gestion des déchets. On le voit, comme ça ne couvre pas encore l'environnement, le sanitaire ou la sécurité, on espère quand même que l'organisation va travailler sur d'autres normes pour que ces aspects-là soient également encadrés. Et pour la petite histoire, il s'agit de la norme ISO ASTM 529.39.2.2023. Alors continuons avec l'ingénierie de haute précision avec cet article qui parle de mains robotiques avec tendons, os, etc. Donc on la voit ici, c'est quand même plutôt impressionnant.
Alors, on a ici une petite vidéo qui nous montre ceci, et en gros, ça parle de quoi? Eh ben, ce sont des chercheurs de l'ETH de Zurich qui ont réussi à imprimer en 3D une main robotique composée d'os, de ligaments et de tendons en polymère différents, marquant un tournant significatif dans le domaine de la robotique souple. Cette réalisation est rendue possible grâce à une nouvelle technologie qui associe l'impression 3D à un scanner laser et à un mécanisme de rétroaction, permettant ainsi l'utilisation de polymères à durcissement lent. Les polymères à durcissement lent, tels que les thiols polymères utilisés, offrent de meilleures propriétés élastiques, une plus grande durabilité et robustesse, et sont mieux adaptés pour des applications comme les ligaments élastiques de la main robotique. Ces matériaux ont également l'avantage d'être plus sûrs pour une interaction avec les humains et plus aptes à manipuler des objets fragiles grâce à leur souplesse. Le développement de cette technologie a été réalisé en collaboration avec Inkbit, qui est une spin-off du MIT, et qui prévoit maintenant d'offrir un service d'impression 3D en utilisant cette technologie et de vente les nouvelles imprimantes qui ont permis le développement de ceci. Parallèlement, le groupe de Kassmann à l'ETH de Zurich envisage d'utiliser cette technologie pour explorer d'autres possibilités et développer des structures et des applications encore plus sophistiquées. Donc, ben voilà, on peut le voir, c'est le futur est déjà là. Et c'est, encore une fois, je trouve ça impressionnant et je suis un peu comme un gamin face à ce genre de truc, mais c'est peut-être aussi inquiétant. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon alors, pas tellement différent du domaine précédent, mais je trouvais quand même assez sympa de vous montrer. On est encore dans de la petite robotique, et ici je trouve ça vraiment particulièrement impressionnant. Il s'agit d'une équipe de chercheurs qui a imprimé et puis fait l'électronique d'une petite souris qui, grâce à l'impression 3D, qui est dotée d'une colonne vertébrale articulée. Alors là encore, on a une petite vidéo, donc regardons-la ensemble. Et donc vous voyez, conçu par Zhenshan Bing et son équipe de l'Université technique de Munich, ce robot présente une vitesse et une agilité supérieures à celles des robots rigides, grâce à sa colonne vertébrale flexible composée de 8 articulations contrôlées par des servomoteurs. Le robot mesure environ 40 cm de long et pèse 225 grammes. Les tests ont montré que le robot pouvait marcher jusqu'à 17% plus vite et tourner les coins jusqu'à 30% plus rapidement lorsque sa colonne était flexible. Cette capacité à changer son centre de gravité lui permet de rester stable même en élevant chaque jambe tour à tour, contrairement à un robot à colonne vertébrale rigide. Bien que les robots avec une colonne vertébrale rigide comme le Spot de Boston Dynamics sont capables d'effectuer diverses tâches, la flexibilité supplémentaire offerte par une colonne vertébrale articulée est particulièrement utile pour des tâches nécessitant plus d'agilité telles que les recherches et le sauvetage dans des espaces confinés. Alors le chercheur souligne le compromis entre la complexité et l'utilisabilité d'un tel système. Bien que la modélisation et le contrôle d'un robot à colonne vertébrale flexible soit plus complexe, cette flexibilité est cruciale pour imiter les mouvements agiles observés chez les animaux. Une autre application potentielle de ces robots souris est de remplacer ou de compléter les souris réelles dans les tests scientifiques, réduisant ainsi le besoin d'animaux vivants pour ces expériences. Bon alors ici je vous ai trouvé un article de 3D Adept Media, qui est un blog spécialisé dans tout ce qui concerne la fabrication additive, évidemment beaucoup plus d'un point de vue industriel, et qui souligne les 10 faits marquants qui ont formé la fabrication additive dans le monde en 2023. Bon alors certaines choses sont quand même très techniques et très industrielles, je vais quand même les citer, mais passons-les en revue. Le premier, c'est qu'il y a eu une complexité croissante du langage DFAM. Alors la conception pour la fabrication additive, qu'on appelle DFAM, exige une compréhension approfondie de boîte à outils DFAM et un accent sur les modèles d'ingénierie computationnelle. Alors voilà, ici on est vraiment dans un langage pour les ingénieurs, mais c'est un de ces faits-là. On a d'autres choses qui sont peut-être un peu plus compréhensibles pour nous, les non-ingénieurs. On a l'expansion de l'impression 3D céramique. Cette technologie gagne du terrain dans les secteurs tels que l'énergie, avec des développements notables comme le filament d'impression 3D en porcelaine de Nanoe et l'optimisation de processus par 3D Ceram, donc qui sont deux entreprises qui ont particulièrement innové dans ce domaine-là. Alors, il souligne également l'introduction de processus de fabrication additive intrigants, et notamment les travaux de start-up tels que Rosotix et Fabric 8 Labs qui introduisent des nouveaux processus innovants, y compris l'impression par induction rapide, et l'Electrochemical Additive Manufacturing, qu'on appelle ECAM,
et qu'on voit ici qui permet en fait de pouvoir directement imprimer du cuivre, des composés en cuivre sur des matériaux, et ça a notamment une application intéressante sur les PCB, le silicone, etc. Alors, il souligne que l'impression 3D multimatérielle reste un défi, mais qui continue d'attirer l'attention. Évidemment, dans l'impression 3D, dans la fabrication additive de manière générale, on ne peut pas passer à côté de l'avènement ou du développement de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, puisque ces technologies qui offrent des avantages en matière de maintenance prédictive, de conception de produits et d'automatisation de tâches répétitives ont également, dans le monde de la fabrication additive industrielle, fait leur entrée de plein pied cette année. Alors cette année 2023 aura aussi marqué un accent accru sur les méthodes d'inspection en temps réel. Des entreprises comme Materialise, Fast 3D et Zeiss, qu'on connaît pour les optiques, travaillent sur des solutions pour améliorer cette étape du processus de fabrication. Alors, cette année aura aussi connu le développement des marchés spécifiques de paramètres. Des entreprises comme Roswag développent des places de marché de paramètres de processus, surtout pour la fusion laser sur lit de poudre. C'est un procédé de fabrication qu'on appelle LPBF. On aura connu aussi cette année le développement dans la fabrication additive de nouveaux matériaux tels que le tantal, ainsi que le développement de nombreux matériaux biosourcés. Alors évidemment, ceci c'est presque un lieu commun, mais ils mettent en avant que l'adoption de la fabrication additive est fort différente d'un continent à un autre. Mais on ne parle pas simplement du fait d'utiliser ou non la fabrication additive, parce qu'on imagine bien que en Europe ou dans le monde occidental, on l'utilise un peu plus que dans les tiers-mondes, ça c'est certain, mais c'est aussi l'approche de la fabrication additive qui est différente entre les régions, et ils mettent en avant le fait que c'est principalement dans les régions Asie-Pacifique, et notamment dirigées par la Chine, que l'impression 3D industrielle fait un essor de dingue. Et ça, c'est un fait particulièrement intéressant, parce que vous allez me dire, oui, mais on sait que l'impression 3D, c'est les Chinois. Et en fait, c'est vrai, ou c'était vrai, particulièrement pour l'impression 3D domestique, les imprimantes que nous achetions, etc. Mais dans les domaines industriels, dans la fabrication additive industrielle, celle qu'on connaît peu, les États-Unis et l'Europe étaient quand même assez encore fort dominantes. La Chine s'y intéresse vraiment particulièrement beaucoup aussi, maintenant. Et enfin, dernier fait marquant de cette année 2023, ça c'est peut-être le côté dommage, mais bon, ça va ne faire qu'aller en s'améliorant, c'est que la fabrication additive reste quand même encore et toujours une technologie chère. Et c'est dommage puisqu'on l'a vu, vous l'avez vu dans certaines de mes TechNap News et dans les articles qu'on voit régulièrement, c'est une réponse probable à certains défis de demain. Le fait que ça reste très cher, ça peut peut-être freiner cette réponse. Et ça c'est dommage, donc espérons qu'il y ait un lissage des coûts qui s'opère dans ce domaine-là et qui permettra de mieux utiliser la fabrication additive dans les différents domaines qui sont des défis pour demain, pour la santé, l'environnement, l'habitat, la justice sociale et autres. Bon, alors ici un article qui va pas faire plaisir à beaucoup de personnes et qui est potentiellement inquiétant. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit personnellement, et moi je fais de la fabrication additive et de l'impression 3D uniquement dans mon atelier avec des systèmes de purification d'air et d'évacuation de l'air. Enfin voilà, j'essaye un maximum de faire en sorte qu'il y ait de la sécurité au niveau de l'utilisation de mon atelier, notamment au niveau des substances nocives. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'aime bien les imprimantes Core XY avec caisson. En fait, de quoi parle cet article ? Des chercheurs de l'université de Dublin ont mis en garde contre les effets potentiels sur la santé des émissions produites par les imprimantes 3D de bureau et notamment le développement de plus en plus. On le voit avec Bamboo Lab, etc. qui offrent maintenant des imprimantes entre guillemets pour enfants. Ils ont constaté que ces imprimantes peuvent libérer dans l'air des particules et des gaz qui pourraient être nuisibles pour la santé humaine. Ces particules, de très petites pièces de plastique émises pendant l'impression, peuvent persister dans les poumons et être particulièrement nocives. De plus, certains des gaz émis peuvent être potentiellement cancérigènes, d'après leurs recherches. Les chercheurs soulignent que ces risques s'appliquent à tous les types d'imprimantes 3D, qu'ils soient utilisés dans le cadre industriel ou à la maison.
C'est juste le fait que maintenant qu'on en parle, c'est que de plus en plus de foyers s'en équipent et s'en équipent dans les chambres des enfants ou dans les salons. Et ça, c'est peut-être particulièrement inquiétant. Et ainsi, il recommande des mesures supplémentaires comme l'ouverture des fenêtres, le port de masques appropriés pour se protéger contre ces émissions lors de l'utilisation d'imprimantes 3D à domicile. Alors il précise quand même que les chercheurs n'essayent pas de décourager les gens à être dans l'impression 3D puisque c'est vraiment bien que les gens s'y intéressent et ça va ouvrir des carrières et des perspectives pour demain, mais qu'il faut prendre en compte que ce soit au niveau de l'utilisateur, comme nous, on sécurise, on a des purificateurs d'air, on ouvre les fenêtres, enfin voilà, qu'il faut prendre ça en compte, ou au niveau des constructeurs qui doivent penser alors de plus en plus à équiper leurs machines de systèmes de purificateurs d'air intégrés, d'être dans des cloisons, dans des caissons complètement fermés et autres. Et donc peut-être, je me pose la question, les systèmes comme les A1 et A1 Mini Bedslinger non fermés de chez Bamboo Labs sont peut-être pas des super idées à donner aux enfants. En tout cas, s'ils l'utilisent comme ça dans leur chambre ou dans un salon. Alors ici, une news que je trouve assez sympa, c'est l'utilisation de l'impression 3D pour aider la production du futur film de Michael Mann qui s'appelle Ferrari et donc qui parle de la vie d'Enzo Ferrari. En fait, en collaboration avec CRP Technologies, qui est une entreprise italienne d'impression 3D située près du siège de Ferrari, l'équipe de production a pu créer des accessoires et composants essentiels pour le film. Ces pièces ont été fabriquées en utilisant les matériaux avancés Winform de CRP, bien connus dans l'industrie du sport automobile pour leurs propriétés mécaniques exceptionnelles. Parmi les produits figuraient des parties de casque de pilote, des composants de stand et des yeux de chat. Ces objets ont été conçus avec précision et authenticité grâce au processus de frittage sélectif par laser, donc c'est du SLS. Alors les yeux de chat, c'est ça, au cas où. Alors il souligne que l'équipe de CRP Technologies a joué un rôle essentiel dans cette collaboration, gérant efficacement la production des pièces nécessaires dans des délais serrés, ce qui a soutenu le calendrier de production exigeant du film. Les composants ont été vieillis pour s'intégrer parfaitement dans la narration du film, démontrant ainsi l'attention aux détails et l'engagement envers la qualité de CRP. Enfin voilà. Donc c'est plutôt ici intéressant et voir que dans le domaine de la production cinématographique, l'impression 3D commence également à faire son arrivée. Alors, autre illustration de cette avancée de l'impression 3D dans le domaine cinématographique, je reprends ici un article de 3D Natives qui parle du futur film d'animation sur Léonard de Vinci qui utilise également l'impression 3D pour sa réalisation et notamment pour les marionnettes qui apparaissent dans le film. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Il faut savoir aussi que le Pinocchio de Guillemot, donc ici on voit les marionnettes imprimées en 3D, donc on le voit pour les films d'animation en stop motion, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et le Pinocchio de Guillermo del Toro, la marionnette elle-même avait également été imprimée en 3D. Bon, alors on va commencer maintenant le tour des nouveautés machines par en fait une nouveauté qui n'est pas une nouveauté machine, mais qui va parler de Creality. Et vous en êtes peut-être rendu compte, mais il y a un nouveau logo qui tourne autour de Creality. Il s'agit ici de cette nouvelle identité visuelle. En fait, Creality a annoncé un renouvellement complet de sa marque pour 2024 qui comprend un nouveau logo et un nouveau slogan. Le nouveau slogan « Imagine it, make it », donc imaginez-le, réalisez-le, incarne l'essence même de l'impression 3D qui est de transformer l'imagination en réalité tangible. C'est ce qu'ils disent. Le logo redessiné de Creality symbolise plus qu'une simple nouvelle identité visuelle. Donc ici ce que je dis c'est ce que eux écrivent. Il reflète l'engagement de l'entreprise envers la durabilité, l'excellence et l'engagement communautaire. L'inclusion de nuances de vert dans le logo met en évidence un accent sur la responsabilité environnementale. La structure 3D du logo représente non seulement un élément graphique mais aussi l'expertise profondément ancrée de Creality dans la technologie d'impression 3D. Le A stylisé dans le logo représente l'aspiration de la marque à l'excellence, donc le A-grade, pour ceux qui connaissent un petit peu le système de notation à l'américaine. Et les mains en forme de cœur, alors si vous regardez bien, ça donne l'impression que ce sont des mains en forme de cœur, comme ceci. Le A symbolise la forte connexion de Creality avec la communauté de l'impression 3D. Ces éléments s'alignent avec les valeurs renouvelées de Creality, l'utilisabilité, l'intelligence, l'abordabilité, la polyvalence et le plaisir. Alors, par cette nouvelle
vision, identité, mais également approche de fonctionnement, Creality vise à diriger l'écosystème mondial de l'impression 3D à un niveau consommateur en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et en exerçant une influence significative sur l'avenir de l'impression 3D. Ce rebranding n'est pas qu'un simple changement visuel, mais témoigne de l'engagement de Creality envers l'innovation, la durabilité et l'autonomisation de la communauté. L'entreprise invite toutes les parties prenantes à rejoindre ce voyage transformateur, signalant un nouveau chapitre dans le domaine de l'impression 3D. Bon, ils se prennent pas de haut, hein. Voilà. Je sais que Creality n'est pas ma marque préférée et je crois que vous le savez. Je pense que Creality fait d'excellents produits et puis se fout aussi beaucoup de la gueule des consommateurs par moment. Avec, ils inondent le marché de machines avec une déclinaison dingue qui perd le consommateur. Et toutes les machines ne sont pas très bonnes et très bien finies. Espérons que ce changement et cette nouvelle vision soient également la prise de conscience de plus respecter le consommateur dans le produit, puisque je pense que Creality comme Prusa, comme tous les anciens acteurs de l'impression 3D domestique ont été un peu secoués par Bamboo et par leur arrivée sur le marché. Et donc j'espère que cette nouvelle vision, cette nouvelle approche pour leur entreprise augure du bon pour le consommateur. Bon, alors parmi les nouveautés machines du mois de décembre, le mois de décembre a été relativement calme. La plupart des imprimantes qui ont dû sortir sont sorties en novembre, pour le Black Friday, octobre-novembre. En décembre, on a eu une accalmie au niveau des sorties. Une des grosses sorties de décembre, c'est cette Bambu Lab A1 que vous voyez ici, qui est l'évolution de la A1 Mini que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Alors, pour information, j'ai reçu de la part de Bambu Lab cette A1 également en test. Donc bientôt, normalement la semaine prochaine, vous devriez avoir le test sur ma chaîne. Donc restez attentifs à la chaîne si ça vous intéresse de savoir ce que je pense de cette imprimante. Et donc voilà, on est sur ce système, un plateau de 256 sur 256 sur 256. Donc la taille des imprimantes de chez Bambu, plus classique, X1, X1C, P1P, P1S. Avec la MS Lite qu'on a retrouvée sur la A1 Mini. Et donc, voilà. Ça, c'est à venir sur ma chaîne. Alors, autre nouveauté machine qui n'a pas été introduite puisqu'elle n'est pas encore commercialisée, mais présentée ici en décembre, c'est la Phrozen Arco qui se veut être une réponse à Bambu Lab. Alors, on le voit avec un AMS, une imprimante Core XY fermée. Ils annoncent une accélération de 30 000 mm par seconde carré, jusque 16 couleurs, donc j'imagine comme la Bambu Lab pouvoir associer, et un volume d'impression de 30 sur 30 sur 30. Et pour le moment, pas énormément d'informations, si ce n'est que elles annoncent une vitesse de maximum de 600 mm par seconde et qu'elles tourneraient sur Clipper. Ils auraient également leur propre slicer, donc tout ceci a l'air bien sympathique et j'ai envie de dire est à suivre. Alors moi je l'ai vu ici au Formnext, je l'ai pas vu tourner, je l'ai vu pas occupé de tourner et j'ai pas été super épaté. Elle semblait c'était encore un prototype, donc j'espère qu'ils amélioreront leur prototype, mais je l'ai pas vu tourner. Donc à voir lorsqu'on aura plus d'informations. Et enfin, deux imprimantes, la S1 et la T1 de chez Felson. Alors c'était plutôt fin novembre qu'elle a été annoncée, mais bon. Mais comme je ne l'ai pas présenté dans un autre TechNap News, ça peut avoir sa place ici. Donc on a deux machines différentes qui peuvent imprimer à 1000 mm seconde. Donc ils annoncent des machines Delta avec des vitesses de fou. On voit que ce sont des Delta fermés en caisson. Ici c'est la T1, c'est la moins chère. On a un prix de 571 €, toute taxe comprise, pour un arrivage en février. Donc on va voir ça une fois. Alors je ne sais pas si j'en aurai une. J'en aurai peut-être une de la part de Felson. C'est ce qu'ils m'avaient promis, mais entre temps j'ai plus de réponse de leur part. Donc à voir. Et on a également la S1 qui elle a la même, un petit peu plus rapide, 1200 mm par seconde, et qui est un peu plus grande et qui est un peu plus jolie. Enfin, j'ai pas énormément d'infos dessus. On a ce qui est écrit ici. On verra à l'utilisation. Soit j'en aurai une en test, soit j'en achèterai une pour la tester.
Bon, et alors pour conclure cette TechNap News, eh ben, la rubrique concernant l'actualité de ma chaîne, et ben, on vient de clôturer l'année 2023 et ça a été une année exceptionnelle pour moi, pour ma chaîne, avec des évolutions qui n'ont pas fait plaisir vraiment à tout le monde, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de test machines. Je le disais en entrée de jeu, maintenant j'essaye de souffler sur les test machines. J'en ai accepté plein parce que ça me faisait plaisir d'accepter ces test machines, parce que j'avais besoin de lancer aussi, puisque j'ai lancé une activité complémentaire et donc des impôts à payer. Enfin bref, tout ça autour de la chaîne. Alors, pour être totalement transparent avec vous, ben voilà les chiffres clés de cette année. On est donc ici à 1,1 million de vues en un an, hein. Enfin depuis que j'ai lancé la chaîne, on peut voir le pic. J'ai 1537 de revenus estimés. Alors j'ai pas tout encaissé déjà, mais j'ai déjà eu quelques revenus, ce qui est corrélé avec les vues sur la chaîne et avec l'engagement que vous avez. Donc ça c'est ce qu'on appelle la YouTube monnaie. Donc je vais pas me plaindre, hein, mais voilà, c'est grâce à vous et grâce à votre engagement. Donc je voulais vous dire merci. C'est aussi grâce au travail. Je pense que ceux qui me suivent savent que je fais énormément de travail sur cette chaîne. Et ben voilà ce que ça permet. J'ai notamment réinvesti une partie de cet argent en refaisant mon studio. Vous l'avez vu sur ma chaîne, ou en tout cas sur mes réseaux sociaux, et vous le verrez dans les vidéos à venir. Au niveau des abonnés, eh ben là au moment où j'enregistre, on est à 55 000 abonnés, 55 719 exactement. Donc on a fêté le cap des 50 000. Et d'ailleurs je rappelle que je vais avoir très prochainement sur la chaîne une vidéo, le test de la JG Maker A1. Normalement elle sort, enfin je sais pas si je vais sortir, parce que les deux sont prêtes ce soir, deux vidéos, ou une ce soir cette TechNap News et l'autre demain, ça je vais réfléchir. Mais en tout cas voilà, il y aura le test et vous pourrez gagner cette imprimante que je teste sur la chaîne. Donc voilà pour l'actualité de la chaîne YouTube, voilà pour la direction dans laquelle elle va aller. Un peu moins de tests, je vais me focaliser sur des machines qui m'intéressent vraiment beaucoup. J'ai peut-être maintenant également la chance, grâce à la petite notoriété que j'ai et aux chiffres de la chaîne, de pouvoir être un peu plus exigeant vis-à-vis des marques, tant en termes de calendrier qu'en termes de machines proposées. Quelque chose... Enfin voilà, refaire les TechNap News, recontinuer l'abécédaire que j'avais un peu mis en pause et donner beaucoup plus de contenu sur le contenu pédagogique et astuces. Donc voilà, hein, répondre un petit peu à l'enquête que j'avais fait auprès de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez suivre cette newsletter mensuelle. N'hésitez pas non plus à partager, liker, commenter. Dites-moi dans les commentaires, que ce soit pour l'avenir de la chaîne ou par rapport aux news que vous avez lues, enfin entendues sur ma chaîne maintenant, ce que vous en pensez. Et je vous dis à une prochaine vidéo.